Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Billet, point de contact national pour les PME et également délégué général de l'ASRC et de France Innovation. Donc bienvenue pour ce webinaire dédié à un tour d'horizon finalement des opportunités de financement qui sont proposées dans le cadre du programme européen Horizon 2020. Donc il couvre 2014-2020, donc on est plutôt sur la fin de la programmation, mais il reste quand même 2 années et encore de belles opportunités. Et à partir de 2021, donc ce sera un nouveau programme qui se rappellera Horizon Europe, qui ne sera pas traité dans le cadre du webinaire, qui prendra quand même globalement une architecture très proche, même s'il y a des changements assez importants par ailleurs. On est ensemble pour 1 heure. Alors normalement, je ne vais pas me prendre la parole pendant 1 heure puisqu'il y aura un temps consacré à la partie questions-réponses. Donc on est plutôt sur une présentation de 40 minutes et puis 20 minutes de questions-réponses. L'idée, c'est de brosser un panorama des différentes opportunités de financement proposées par H2020. Dans les faits, tout ne sera pas traité, c'est pas exhaustif il y a plein de petites poches de financement qui existent. Là, on va être sur les grands instruments qui sont à votre disposition. Alors, un petit rappel introductif sur France Innovation avant de rentrer dans le cœur du sujet, donc H2020. Alors, France Innovation, c'est une association qui est au service des entreprises innovantes, qui regroupe les entreprises innovantes qui réalisent des travaux de R&D pour le compte de tiers, des entreprises qui proposent des produits, des procédés ou des services innovants, et puis également des entreprises qui accompagnent surtout le volet conseil et accompagnement de l'innovation, donc aussi bien le volet financement, stratégie, propriété intellectuelle, etc. L'idée dans les missions qui sont les nôtres, c'est d'agir collectivement. Donc, il y a vraiment une prise de position, comme on peut le faire aujourd'hui dans le cadre d'Horizon Europe, dans sa construction. L'idée aussi de mutualiser, d'accompagner aussi tout ce qui est business et de valoriser le savoir-faire de nos membres. Là, vous avez les logos de nos membres. Alors, on évolue en permanence. Aujourd'hui, il y a plus de 100 membres. L'objectif à terme, c'est d'être rapidement 150 membres. Alors, ça, c'était pour l'introduction sur France Innovation. Maintenant, on rentre dans notre sujet qui est celui d'Horizon 2020. Alors, premièrement, vous avez une question de positionnement ou de posture. Dans le cadre d'H2020, c'est un peu comme d'accéder à une technologie ou un savoir-faire ou un financement. Vous avez la possibilité de faire, la possibilité de faire avec et également de faire faire. Ces trois options finalement s'offrent à vous, quelles que soient les modalités de financement proposées par H2020. Donc faire, c'est-à-dire je suis à l'initiative d'un projet, que ce soit un projet individuel ou un projet collaboratif, on le verra. Le faire avec, c'est-à-dire je suis un partenaire d'un consortium qui est en cours de montage, qui sera ensuite déposé un appel à projet par la Commission européenne, lancé par la Commission européenne, ça c'est une option. Donc, et puis bien entendu, il y a le faire faire, où là on n'est pas bénéficiaire directement de l'aide de la Commission européenne, mais finalement notre client, ça va être un bénéficiaire d'un soutien par la Commission européenne, donc typiquement un consortium. Et ça, on le voit assez régulièrement. Vous pouvez être un sous-traitant d'un type de consortium. En termes d'approche, vous pouvez être opportuniste, volontariste, ou les deux, et c'est pas du tout interdit. Volontariste, c'est l'idée, c'est j'ai un projet qui me tient à cœur, je vais identifier les sources de financement qui vont bien au niveau national comme au niveau européen, et puis je vais faire acte de candidature, soit en solo, soit en format consortium. Puis il y a une autre approche qui est opportuniste, c'est-à-dire moi l'enjeu pour moi en tant que société ou labo public ou privé de recherche, c'est d'être clairement identifié par les organisations publics ou privés, qui montent des projets et de pouvoir être embarqué avec eux. Et bien entendu, c'est souvent un couplage des deux qui fonctionne, aussi bien opportuniste que volontariste. Alors voilà le panorama, différents points, donc un point qui est sur finalement un positionnement des différents instruments, un focus qui est fait sur l'instrument PME, qui prend le terme d'accélérateur depuis la dernière programmation, donc sur le 2018-2020. On fera également un point d'arrêt sur Fast Track to Innovation, sur Eurostars, sur les GTI pour Joint Technology Initiative, également sur les projets collaboratifs. Alors, hors FTI, GTI et Eurostars qui sont traités précédemment, gardez à l'esprit que le point 7 sur les projets collaboratifs, l'essentiel du financement d'H2020 est placé sur les projets collaboratifs. Quand je vous dis l'essentiel, on est à plus de 90% du financement fléché vers ce type de projet. Donc il faut voir ça à l'esprit. Et puis après un focus sur les prix. Alors c'est quelque chose qu'on a intégré très récemment. Là aussi, ça sera un élément d'information un peu nouveau, peut-être que certains d'entre vous connaissent, mais l'idée c'est de mettre l'accent sur quelque chose qui est finalement pas assez mobilisé, pas assez utilisé et qui nous paraît intéressant. Et puis bien entendu, pour terminer, un volet aide, lien et contact utile.
Alors ça, c'est l'architecture du programme H2020. Alors, ne gardez pas forcément ça à l'esprit, mais il y a 3 piliers, ce qu'ils appellent les priorités: l'excellence scientifique, primauté industrielle et défis sociétaux. Il y a beaucoup de choses sur primauté industrielle et défis sociétaux qui sont thématiques. On le voit, vous avez des thématiques qui sont à l'écran, les TIC, les quêtes, c'est-à-dire pour les technologies clés génériques, l'espace. Vous retrouvez sur défis sociétaux, santé, sécurité, énergie sûre, etc. Ces thématiques ont une importance puisque finalement, sur les appels à projets collaboratifs, ce sont des appels à projets qui sont lancés dans chacune des thématiques. Donc il faut bien entendu parfois un peu jongler avec les différentes thématiques pour trouver un appel à projet qui convient à votre projet. Ça, c'est une cartographie où on essaye de positionner, alors en tout cas c'est une tentative, elle n'est pas si évidente que ça à manipuler, mais on a un continuum en bas qui est la recherche fondamentale vers cette logique d'expansion, de croissance. On retrouve bien entendu la recherche industrielle, le développement expérimental et la mise sur le marché. Sur l'autre axe, on a bottom-up et top-down. Et donc, on a essayé de classifier finalement les différentes modalités de financement qui existent dans le cadre d'H2020 selon ces différents critères. Ce qu'on voit, et encore une fois, c'est le gros du morceau, les projets collaboratifs. Donc, on est sur un taux de financement qui est de 70 à 100%. Et bien entendu, ce sont des projets qui, en règle générale, démarrent plus sur des niveaux de maturité technologique bas pour finir sur le développement expérimental. C'est à peu près la même chose aussi sur les GTI, les Joint Technology Initiative. Même si, on peut le voir, il peut y avoir des choses sur des niveaux de maturité technologique, ce qu'on appelle TRL, plus élevés. L'instrument PME, l'EIC Accélérateur Pilote, ça c'est son nouveau nom, on est clairement sur un niveau de maturité technologique qui correspond grosso modo à la preuve de concept, aussi bien technique qu'économique, et il y a l'idée d'accélérer. Fast Track to Innovation, on est aussi à TRL6, niveau de Technology Readiness Level, niveau de maturité technologique, niveau de maturité technologique 6. Ça, on doit démarrer sur ce type de projet à TRL6. Et Eurostars, à peu près le même positionnement, mais ce qui va différencier entre instrument PME, Fast Track to Innovation et Eurostars, au-delà de cette notion de TRL, c'est le nombre d'entités dans les projets. Dans les projets collaboratifs, on le voit, il y a plein de petits bonhommes, mais il faut retenir que c'est minimum 3 organisations de 3 pays États membres associés. Là, dans les faits, c'est quand même beaucoup plus d'entités autour de la table. Dans l'instrument PME, on est seul, c'est-à-dire que c'est la PME et c'est dédié pour les petites et moyennes entreprises qui va déposer seul son projet. Dans Fast Track to Innovation, on est sur un minimum de 3 et un maximum de 5. Et Eurostars, c'est un minimum de 2 avec des PME qui sont en chef de file. On a une variation aussi en termes de taux de subvention. Globalement, c'est entre 70 et 100%. Il y a une petite spécificité pour Eurostars où on est de 30 à 40%, puisque ce n'est pas directement l'argent de la Commission européenne qui est versé, ça passe par le biais des opérateurs type Agence nationale d'innovation. Et en l'occurrence, pour la France, ça sera BPI France qui sera le financeur. Donc c'est pour ça qu'on est sur un taux de subvention qui est différent. Tout en haut, et code couleur, vous avez dédié PME, donc ce qui est en vert, c'est dédié PME, ou en tout cas, il faut que la PME soit chef de file ou l'unique bénéficiaire si c'est le cas d'instrument PME. Vous avez tout en haut également un parallèle on pourrait très bien faire avec des schémas nationaux de financement, comme le PSPC, la FUI, des projets qui sont financés par l'ANR ou encore dans le cas du programme des investissements d'avenir. Vous avez aussi une complémentarité qui est possible avec le crédit impôt recherche et ou le crédit impôt innovation. Ce qui va se passer dans ces cas-là, c'est, admettons, vous avez, dès lors que c'est éligible, crédit impôt recherche ou crédit impôt innovation, cela va de soi. En termes de parallèle, ce qui va être fait, et en termes de mobilisation des deux types de financement, c'est que vous avez un budget d'admettons de 100. Admettons, je caricature et je facilite, 100% de ce budget de 100 est éligible crédit impôt recherche. Ce que vous allez faire, c'est vous allez avoir une assiette de dépenses de 100, vous allez déduire la subvention perçue par la Commission européenne et vous allez pouvoir récupérer 30% de la différence entre l'assiette et la subvention perçue par la Commission européenne. Voilà. Donc on peut se retrouver avec finalement un taux de subvention mathématiquement après subvention et après crédit impôt recherche ou crédit impôt innovation en fonction du type d'activité qui est bien supérieur à ce que vous voyez à l'écran. Je n'évoque pas ce qui est action Marie Curie, qui sont plutôt sur le volet RH, docteur, doctorant. Je fais volontairement l'impasse, c'est un choix parce qu'on ne peut pas parler de tout dans le cas du webinaire. On attaque sur le focus sur l'instrument PME, donc ce qu'on appelle maintenant l'accélérateur. On le voit, vous avez 3 phases. Sachez aujourd'hui que la phase 1, il n'y reste plus
qu'une seule opportunité de financement, on le verra un peu plus tard. Ensuite, la phase 1 est complètement arrêtée, c'est un choix de la Commission européenne. On a la phase 2, et ça c'est le gros du morceau, c'est le réacteur finalement. On est là aussi, comme la phase 1, ça doit démarrer impérativement à un niveau de maturité technologique 6, donc la fameuse échelle TRL 6. Et qu'est-ce qui va être financé dans le cadre de la phase 2? Une démonstration finalement du potentiel commercial. Grosso modo, c'est une notion de prototype, mais après le prototype, on est plutôt sur du prototype qui est raffiné, des tests, des opérations pilotes, une opération de miniaturisation, par exemple, du scaling up aussi, et puis de développement commercial. On est sur des projets de 12 à 24 mois, avec une subvention maximum de 2,5 millions d'euros. Et il y a une nouveauté qui va voir le jour à partir du 9 octobre 2019, c'est qu'il y aura une possibilité pour un candidat à avoir soit excusez-moi, hop, trouvé par ma messagerie, soit la possibilité d'avoir la subvention, donc en gros ça va courir de TRL6 à TRL8, soit ce qu'on appelle du blended, c'est-à-dire un mix entre de la subvention, capée à 2,5 millions, et de l'equity, qui pourra aller a priori jusqu'à 15 millions d'euros. Voilà. Et l'equity ne servira qu'à financer l'activité après TRL8. Donc la partie subvention est en TRL6 à 8 et la partie equity à partir de TRL8. Donc vous aurez l'option soit uniquement la subvention, soit de subvention plus de l'equity. On est sur un dossier de maximum 30 pages hors annexe, et quand on parle de 30 pages, c'est bien 30 pages, la 31e page, en gros, elle n'est pas lue, et est associé aussi, si on est lauréat de ce type de financement, du coaching de 12 jours, et sera intégré également du mentorat, c'est-à-dire avec des gens qui seront plutôt, non pas du coach, mais plutôt du mentor. Donc les deux seront compatibles, coach et mentor. Et finalement, en intégrant cette partie equity, à compter de l'appel à projet du 9 octobre, on va se retrouver dans une couverture de ce qu'on avait phase 3, mais finalement avec un volet financement qui n'était pas le cas dans la phase 3 classique de l'instrument PME. Donc finalement, l'aspect commercialisation, etc., est couvert par ce volet equity. Alors, le nombre de candidatures est illimité, c'est-à-dire, et on le voit régulièrement, on peut avoir un dossier qui est financé à la 3e ou la 4e soumission. C'est un dispositif qui est très concurrentiel, on le verra un peu plus tard. Donc, il ne faut pas hésiter à candidater plusieurs fois jusqu'à obtenir finalement le Graal. Surtout si on a une note plutôt encourageante, n'hésitez pas à resoumettre. On le voit, donc la phase 1, il reste une opportunité sur la phase 1, donc ce fameux financement à 50 000 euros, qui est plutôt sur la preuve technico-économique. Donc ça va être le 5 septembre. Il n'y aura plus rien en 2019 et plus rien en 2020. Donc la phase 1, c'est terminé après la dernière opportunité, à savoir le 5 septembre. Sur la phase 2, les opportunités sont ouvertes puisqu'il y a 5 juin, 9 octobre, ça c'est pour 2019, et ensuite 8 janvier, 18 mars, 19 mai, 7 octobre, et ça c'est pour 2020. Il n'y a pas de sujet de thématique, c'est-à-dire c'est totalement ce qu'on appelle bottom-up, il n'y a pas de thématique. Vous pouvez très bien déposer un dossier sur la mécanique, sur les sciences de la vie, sur les TIC. Il n'y a pas de critères, en tout cas ça ne peut pas être un critère discriminant. Et on est ce qu'on appelle les time to grant, c'est-à-dire entre la capacité de la Commission européenne de contractualiser avec vous, on est à peu près de 6 mois sur la phase 2, donc c'est relativement rapide. Et ça a tendance d'ailleurs à raccourcir. Alors ça va peut-être prendre un peu plus de temps avec la partie equity parce que ça va être une nouvelle modalité de financement pour ceux qui auront pris cette option-là. Alors finalement, le dossier, ces fameux dossiers de 30 pages maximum, il y a quoi dedans? Alors ça reste, et ça c'est un truc très important à garder à l'esprit, c'est un business plan. C'est-à-dire que si vous avez déjà fait des levées de fonds auprès d'investisseurs privés, typiquement, on peut imaginer qu'il y a plein d'éléments que vous allez pouvoir réutiliser. Donc ça, c'est un élément fondamental, c'est un business plan, c'est la science au service du business et non pas l'inverse. Donc ce n'est pas un projet scientifique qui est à présenter, c'est un projet de business. On a différentes parties, l'executive summary finalement qui est la synthèse de votre projet, en règle générale c'est une page, un chapitre qui est excellence, une partie impact, une partie implementation, et puis les sections 4 et 5 qui sont plutôt sur la partie annexe, qui est plutôt une description de la compagnie. On le voit, alors ça c'est ce qui est en bleu, c'est un business plan qui doit atteindre minimum la note de 13 sur 15. Dans les faits, beaucoup de dossiers ont une note supérieure à 13, mais c'est pas pour ça qu'ils sont financés, c'est une logique de concours, donc ce sont les dossiers qui ont les meilleures notes qui sont financés. Et il faut impérativement, sur les 3 critères, pardon, excellence, impact, implementation, il faut impérativement une note de
4 sur 5. Ça, c'est un minimum. C'est-à-dire que si vous avez 5 sur 2 critères et que vous avez 3,75 sur le troisième, vous serez éliminé parce que vous n'aurez pas une note de 4 sur 5 sur ce critère-là. On le voit, il y a des pourcentages, 25, 33, 50, 33. On est sur le cut-off à partir d'octobre 2019. Vous serez sur ce qui est indiqué à 33, 33, 33. Ça change. Sur le cut-off de juin, vous serez à 25% sur l'excellence, 50% sur l'impact et 25% sur l'implementation en termes de coefficients appliqués. Donc il y avait un fort accent qui est donné sur l'impact. Là, c'est la même chose, c'est juste qu'ils ont finalement rééquilibré avec le volet excellence et implementation. On le voit en bas, lien web ou vidéo et langue du dossier. Alors je m'arrête, je fais un petit temps d'arrêt là-dessus parce que ça paraît important. Alors, rien ne vous empêche de rédiger votre dossier en français, puisque ça reste une langue officielle. Dans les faits, je vous le déconseille pour une simple et bonne raison, c'est que votre dossier va passer dans une moulinette, qui est le moulinette d'un traducteur automatique. Donc, je vous laisse deviner ce que ça peut donner. Donc, je vous invite plutôt à le rédiger en anglais. C'est plus simple aussi pour la partie évaluation. Donc, même si rien ne vous l'interdit, tous les dossiers aujourd'hui sont rédigés en anglais et soumis en anglais. Après, sur la partie lien web ou vidéo, rien ne vous empêche d'en indiquer. En revanche, méfiance, c'est qu'un évaluateur n'est pas tenu de les consulter. Et d'autre part, il ne faut certainement pas qu'il y ait des choses suffisamment très importantes qui se retrouvent en dehors des 30 pages. Voilà. C'est la même chose sur les annexes. Ce qui est important d'être dans le corps de texte des 30 pages. Et s'il y a des choses que vous voulez faire passer par les annexes, il faut impérativement que vous indiquiez quel type d'informations on peut les trouver dans les annexes. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, mais vous aurez accès à ces planches sur finalement qu'est-ce qu'on retrouve dans la rubrique impact, que ce soit la notion de modèle économique, de marché, la capacité à faire du scale-up. Finalement, vous allez monter en échelle et vous allez passer peut-être d'un tissu aujourd'hui qui est plutôt franco-français à une dimension européenne, voire internationale. Donc ça, c'est des choses à indiquer, tout comme la propriété intellectuelle et puis tout ce qui est fonds nécessaire, c'est-à-dire votre capacité à accompagner le projet au-delà de la durée du financement proposé par la Commission européenne dans le cadre d'instrument PME phase 2. Même chose sur excellence, même chose sur qualité, efficacité de la mise en œuvre. De toute manière, vu le degré de compétition sur cet appel à projet, il faut être très bon partout, que ce soit qualité, efficacité de la mise en œuvre, excellence comme impact. On voit tout en bas, justification, complémentarité, 6 consortiums. Dans le cas de l'instrument PME phase 2, précédemment, des consortiums pouvaient être montés. Aujourd'hui, à partir du cut-off de 5 octobre, on sera impérativement sur une mono-bénéficiaire, sachant qu'aujourd'hui, on est quand même très majoritairement sur des dossiers L'Oréal qui sont mono-bénéficiaires. Là, c'est le timing en phase 1, puisqu'elle s'arrête après le prochain cut-off, je l'appelle à projet, donc je ne vais pas forcément en parler. Aujourd'hui, ça se fait la phase 2, il y a finalement 2 étapes. Il y a une étape qui est une notation de votre dossier écrit. Et pour les dossiers qui ont les meilleures notes, vous passez ensuite dans une audition, ce qu'on appelle les interviews, qui se passent à Bruxelles. Ça doit être impérativement 3 personnes de la société. Ça peut pas être un consultant qui vous accompagne. Il faut impérativement que ce soit des gens de la société pour représenter la société le jour J. Interviews qui se font avec un canevas qui est imposé et un timing qui est imposé. On le voit ici, finalement, c'est un rappel. Alors finalement, les notations, comment elles sont établies. Aujourd'hui, il y a 4 évaluateurs. La note la plus faible de l'évaluateur qui a noté de façon le plus saignante la copie est éliminée. Même chose pour l'évaluateur qui a fait waouh, c'est génial. Et finalement, on se retrouve avec une note médiane des évaluateurs qui sont finalement les 2 et 3 dans l'exemple qui est donné. Et donc, vous vous retrouvez avec une note qui est cette médiane-là. Les interviews, donc ça se passe à Bruxelles. En général, c'est 1 mois après la date de cut-off. C'est 10 pages de synthèse avec un canevas qui est imposé par la Commission européenne. Je le passe. C'est des choses très classiques qu'on retrouve dans des pitchs pour des levées de fonds. Je le passe aussi. Donc, vous voyez, c'est 10 minutes de présentation, 20 minutes de questions-réponses. À l'issue, le jury délibère, va vous mettre une note A ou B. Si c'est B, c'est une mauvaise nouvelle, vous n'êtes pas financé. Si c'est A, vous serez financé. Je passe ça volontairement, vous y aurez accès, il n'y a pas beaucoup d'importance. Alors c'est un exemple en termes de statistiques. Alors c'est pas pour vous effrayer, mais c'est pour vous donner la réalité de cet instrument-là.
Ça c'est l'exemple du cut-off phase 2 de 2018. Il y avait 1658 dossiers candidats, à peu près 40% des dossiers, pardon, ont une note supérieure à 13, supérieure ou égale à 13. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec des dossiers d'excellente qualité. Parmi ces 40% de dossiers considérés comme très bons, 130 dossiers sont retenus, donc ceux qui ont les meilleures notes, pour les interviews, donc pour la partie à Bruxelles, et au final, 63 dossiers ont été financés. Donc c'est un instrument qui est très séduisant puisqu'on est sur des taux de subvention à hauteur de 70%, qui vont financer très proche de l'innovation, donc plus de la recherche mais de l'innovation. Donc là, typiquement, forcément, ça attire le regard et ça attire l'intérêt. Il faut le savoir, on est sur des taux de succès qui sont relativement faibles. Par contre, ça a un effet booster assez incroyable. Sur ce lien, vous avez accès aux synthèses des projets qui sont présentés, qui sont en tout cas lauréats de l'instrument PME, phase 1 comme phase 2. Donc c'est une cartographie, vous pouvez regarder d'ailleurs les lauréats français qui ont été retenus. Et c'est toujours intéressant, si vous êtes dans l'optique de déposer un instrument PME, de savoir les types de projets qui ont été financés sur votre thématique, puisqu'après on peut faire du tracking finalement par mots-clés. Ça vous permet aussi de voir comment vous positionnez par rapport à des lauréats antérieurs. Un focus sur l'instrument Fast Track to Innovation. Alors sur les dates, on est là aussi c'est totalement bottom-up, il n'y a pas de ligne thématique. On a 23 mai, 22 octobre pour 2019, 19 février, 9 juin et 27 octobre pour l'année 2020. Donc il y a encore des opportunités qui s'offrent à vous. On est sur des petits projets collaboratifs. Alors petits, ça n'a rien de péjoratif, loin de là, mais qui ont une forte ambition. Petit au sens qu'il faut minimum 3 partenaires de 3 pays membres et maximum 5 partenaires. C'est là où on est dans une notion de petit. Il y a une place très forte qui est donnée côté entreprise, où les entreprises doivent représenter minimum 60% du budget et ou être majoritaires dans le consortium. On commence à TRL 6 minimum, cette fameuse échelle de mesure de la maturité technologique, pour finir à TRL 8. TRL 9, grosso modo, c'est commercialisé, donc ça va relativement loin. On est sur des projets de durée de 12 à 24 mois, et ça, c'est un élément important. L'objectif, en tout cas, quand vous déposez votre dossier, là aussi votre business plan, finalement, c'est de commercialiser l'innovation, qui est le fruit de votre projet, euh, dans un délai de maximum 36 mois après le démarrage du projet. Voilà, donc ça veut dire qu'en termes de calibrage, votre projet, il doit être calibré pour un projet de 3 ans entre le moment où vous commencez le projet et le moment où vous allez commencer à le commercialiser. Ce qu'on observe, on est sur un dispositif au maximum de 3 millions d'euros de subvention pour le consortium. On est à une moyenne de projets à peu près de 2,2 millions d'euros. Taux de subvention 70% et 100% pour les organisations dites non-profit. Sur ces 70 ou 100%, viennent se coupler aussi ce qu'on appelle les overheads, donc un taux forfaitaire qui s'applique, qui représente les frais généraux sur les coûts éligibles. 3 critères, alors ça c'est les critères que vous allez retrouver classiquement, hein, comme sur l'instrument PME, impact, excellence, mise en œuvre. Là on est sur les taux, vous les voyez. Et là aussi, seuil global, c'est minimum 13 sur 15, mais à la limite la note de 13 sur 15 n'a pas beaucoup d'importance puisqu'il faut avoir la meilleure note pour être financé. Là aussi, on est sur les mêmes canons de beauté, sauf qu'on est dans une dimension un peu plus forcément projet collaboratif et plutôt dans un raisonnement chaîne de valeur d'une filière industrielle. C'est ce qui est traduit par le texte ici. Donc je les passe volontairement. Vous y aurez accès puisque les slides seront envoyés à l'ensemble des participants. Même date. Là, vous avez la liste des projets qui ont été financés dans le cadre de FTI. Donc c'est un lien là aussi. On parle de benchmark indépendant de toute logique de dépôt d'un appel à projet FTI. Je pense que c'est important pour chacun de connaître le type de projets qui sont financés dans le cadre de l'instrument. Ça peut être des projets qui sont concurrents de votre activité ou qui peuvent être des partenaires potentiels sur lesquels vous pouvez venir vous greffer. Eurostars. Alors, avant d'attaquer sur Eurostars, point important, vous avez un petit module qui s'appelle questions et non pas de chatter. Questions. N'hésitez pas à poser des questions en cours de présentation. Je tâcherai d'y répondre en fin de session. Et si malheureusement j'ai pas le temps de traiter l'ensemble des questions, je les traiterai par mail dans un second temps. Eurostars.
Alors, Eurostars, c'est un peu différent d'H2020, c'est intimement lié, bien entendu, mais on est dans un mode partenariat public-privé. Public-public, pardon. C'est-à-dire que là, la Commission européenne, finalement, s'appuie sur les agences nationales d'innovation des différents pays qui participent à l'opération. Donc, pour la France, c'est BPI France en tant qu'opérateur. Et donc, finalement, le système, finalement, c'est la somme de ce qu'on trouve au niveau national. La soumission se fait sur le site, non pas de la plateforme de la Commission européenne, mais sur eurostars-eureka.eu. La notation est assurée par 3 experts indépendants. Contrairement à ce qu'on a vu sur H2020 et ce qu'on verra plus tard, il n'y a, dans H2020, ce n'est pas conditionné au fonds propres. C'est-à-dire qu'on voit des entreprises avoir une subvention de millions d'euros, ils sont loin d'avoir 1 million d'euros de fonds propres. Sur le cas d'Eurostars, il y a quand même une logique d'analyse financière qui est opérée par les différentes agences nationales de financement. Donc en règle générale, si c'est une logique de 1 euro pour 1 euro de fonds propres égale 1 euro de subvention, cette équivalence-là, il faudra impérativement la respecter. Et donc la mise en œuvre, c'est bien ce que j'ai dit précédemment, se fait par des financements nationaux sous forme de subventions. On est sur des projets collaboratifs, petits projets collaboratifs européens, bottom-up, toute technologie est relativement proche du marché. Le leadership du projet doit être impérativement assuré par des PME, ce qu'on appelle à forte intensité R&D. Il y a des critères qui sont indiqués, vous voyez, tout en bas, il y a un lien qui vous permet d'identifier si vous êtes dans ce canon de beauté-là, mais on est sur des PME, en grosso modo, c'est assez proche quand même de la notion de JEI aujourd'hui en France, de genre d'entreprise innovante, sauf qu'il n'y a pas de notion forcément de jeunes, c'est-à-dire qu'il y a des grosses dépenses de R&D qui se font annuellement. Il faut un minimum de 2 partenaires de 2 pays membres d'Eurostars. Le projet, durée maximale de 3 ans, et l'introduction, c'est dans les 2 ans après la fin du projet. D'accord. Donc si votre projet dure 36 mois, ça sera 36 plus 24 mois. 24 mois après la fin du projet, il faudra être a priori dans l'effort de commercialisation. Financement maximum de 30%, subvention de 40%, ça c'est pour les PME françaises, 30% pour les entreprises jusqu'à 2000 salariés. Et pour les labos et universités, on est à 40% des coûts complets avec une aide qui est plafonnée à 100 000 euros. Ça, c'est volet français. C'est-à-dire que vous pouvez avoir d'autres modalités de financement pour vos partenaires allemands, italiens ou espagnols. Impact, excellence et finalement mise en œuvre, qu'on se soit, quel que soit l'instrument H2020 ou ici Eurostars, c'est à peu près la même chose. Donc je ne rentre pas plus dans le détail. Ça, la liste, c'est la liste des pays. Vous voyez, on va bien au-delà de l'Europe qui sont associés à l'opération Eurostars. Quelques exemples, là, ou en tout cas quelques chiffres, sur les cut-off, les appels à projets 11 à 15, il y avait 1553 projets qui sont présentés et 472 ont été financés. Donc, ce qui veut dire quand même qu'on est sur des taux de succès qui sont bien plus élevés que ce que j'ai pu présenter sur Instrument PME. Et Fast Track Innovation, je ne l'ai pas annoncé parce que je l'annonce un peu plus tard. On est à peu près à 6% et Instrument PME, c'est plutôt 7 à 8%. Les GTI, Joint Technology Initiative. Alors là, on est clairement dans une approche qui est alors, nouvelle, pas forcément nouvelle, puisque dans le précédent programme cadre, le 7e PCRD, ce qu'on appelle 7e PCRD, c'est des choses qui étaient déjà mises en œuvre. Mais en fait, on est sur du PPP, de partenariat public-privé, c'est-à-dire que finalement, la Commission européenne est à l'initiative de la création de ces GTI et abonde financièrement. Par contre, elle ne rentre pas dans la logique, dans la gestion des appels à projets. On le voit, on a des GTI, donc ces fameuses Joint Technology Initiatives, qui sont thématiques. On a des choses sur la santé, on a des choses sur l'hydrogène, on a des choses sur l'aéronautique avec Clean Sky, on a des choses sur tout ce qui est énergie renouvelable, BBI, Excel sur tout ce qui est électronique, enfin composants électroniques, des choses sur le rail, c'est Shift to Rail, ça porte bien son nom, et puis proche de l'esprit de GTI, on a également aussi César. Là, les appels à projets peuvent se retrouver sur la plateforme, mais aussi je vous invite à aller, en fonction de la thématique qui est la vôtre, d'aller consulter directement les plateformes de ces GTI. Si vous êtes santé, bah, bien entendu, il faut aller voir celle qui est dédiée à la santé, etc. Les différentes opportunités de financement se retrouvent là-bas aussi, et l'acte de candidature pour se faire aussi sur ces vecteurs, par ces vecteurs.
Là, c'est quelques appels à projets qui sont ouverts, mais je vous laisse les consulter directement les plateformes, c'est les sources les plus sûres aujourd'hui. On est aussi sur une logique de projet collaboratif en majorité du temps. C'est clairement ce qu'on observe, c'est plutôt du collaboratif. D'autres opportunités, alors qui se cachent un petit peu dans la grande mécanique, sont pas des GTI, mais ça reste des partenariats publics. En l'espèce, il y a des choses sur tout ce qui est essais cliniques, sur certaines pathologies, des choses sur la métrologie. Eurostars, on a déjà fait focus là-dessus. Il y a des choses également sur tout ce qui est maintien à domicile pour les personnes âgées. Donc tout ça, n'hésitez pas à les consulter. C'est vraiment thématique, donc ça ne concerne pas toutes les entreprises ou pas tous les organismes publics de recherche ou privés de recherche. Il faut les consulter au cas par cas, ces différentes opportunités. Les projets collaboratifs. Alors là, on rentre dans le gros du morceau, comme je l'ai dit en introduction. L'essentiel du financement se retrouve sur les projets collaboratifs. Et là, dans ce que j'indique, c'est hors Eurostars qu'on a déjà évoqué, hors GTI qu'on vient d'évoquer, et hors Fast Track to Innovation qu'on a également évoqué. Alors, un projet collaboratif répond à un appel à projet, ce qu'on appelle les topics. Et ces topics s'insèrent dans un programme de travail thématique. L'appel à projet, qu'est-ce qu'il fait? Il précise les objectifs, le niveau de maturité technologique, donc c'est une fameuse échelle de TRL, les budgets, les dates, les étapes et le type de projet. Donc vous voyez, il y a trois petits codes, RIA, IA ou CSA. On va les évoquer là de suite. Les thématiques, c'est celles qu'on retrouve dans les architectures. Donc là, c'est des appels à des programmes de travail en fonction qui sont thématiques. Vous avez quelques exemples qui sont indiqués sur, par exemple, la biotech. J'ai mis un lien d'accès direct. Alors, les actions de coordination et de soutien, on est sur un taux de financement européen à 100%. Et là, c'est pas de la R&D en tant que telle, c'est pas non plus innovation. On est sur des actions qui consistent principalement à accompagner tout ce qui est standardisation, dissémination, sensibilisation, communication, mise en réseau, service de coordination et de soutien, dialogue politique, exercice d'apprentissage mutuel et d'études. On n'est pas sur des projets de R&D, on est finalement, je pense que la notion de standardisation, de dissémination, c'est les mots-clés qui correspondent bien, c'est ce qu'on appelle les CSA, les actions de coordination et de soutien. En règle générale, c'est de 12 à 30 mois. Les actions de recherche et d'innovation, les RIA, taux de financement de 70 à 100%, en fonction de la nature juridique, on est plutôt sur du 100%. Durée habituelle de 36 à 48 mois, donc ce sont des projets relativement lourds. On est sur plutôt des activités de recherche fondamentale et appliquée, c'est-à-dire qu'en gros, on commence plus tôt, on peut finir sur TRL 6 ou 7, mais on commence beaucoup plus tôt. Ça peut terminer par des actions de démonstration ou des pilotes, mais ça reste quand même des activités très limitées. Contrairement aux actions d'innovation, où là on a un taux de financement qui est à 70%, 100% pour les non-profits, des projets plus courts, 30 à 36 mois, et là on est vraiment sur je suis dans une logique de je travaille sur un nouveau concept, ça doit prendre la forme à un moment donné d'un proto, je fais des essais, je fais de la démonstration, je fais des pilotes, je valide à grande échelle, et je suis dans les balbutiements de la première commercialisation. On est vraiment dans le canon de beauté de l'action innovation. Donc finalement, il y a une logique de continuum entre action de recherche innovation, les RIA, et action d'innovation, les IA. Mais c'est l'appel à projet qui détermine le type d'action. C'est pas vous qui allez dire sur telle thématique, je vais venir avec l'action de recherche innovation ou une action d'innovation. Non, non, c'est imposé par le topic, donc par l'appel à projet. Un petit rappel, parce que ça, on a tendance à l'oublier, c'est minimum 3 entités légales de 3 pays différents. Il y a une importance très forte qui est donnée à l'accord de consortium. Alors, l'accord de consortium, il dit quoi? Il dit euh, quelles sont les entités qui sont membres du consortium, avec quoi elles arrivent, c'est-à-dire finalement quel est leur background en matière de propriété intellectuelle, ou les choses dont elles vont mettre à disposition, et qu'est-ce qu'elles vont devoir faire dans le cadre du projet, et qu'est-ce qu'elles vont pouvoir récupérer après projet, notamment sur la partie propriété intellectuelle. Donc ça, c'est des éléments importants et qui doivent être réalisés finalement dès le dépôt, parce que si on s'aperçoit qu'il y a des tensions au sein du consortium lors de la négociation, c'est un peu compliqué. Les critères, rien de nouveau, hein, excellence, impact, qualité de mise en œuvre, c'est juste que l'ordre, la notion d'excellence, c'est ce qu'on voit en priorité sur ce type de projet. Dans les faits,
On le voit, il y a différentes thématiques. Mais si vous travaillez par exemple sur des dispositifs médicaux, bah, finalement, dispositifs médicaux, vous pouvez avoir des petits morceaux qui sont cachés un peu à droite à gauche. Vous pouvez avoir des dispositifs médicaux, c'est moi PME, je vais développer un super dispositif médical, je m'intéresse à instruments PME. Je peux m'intéresser aussi à Fast Track to Innovation parce qu'il me faut plus d'acteurs autour de la table. Je peux m'intéresser aussi aux projets collaboratifs, mais les projets collaboratifs, il va falloir jongler avec les programmes de travail, ce qu'on appelle work programme, les WP, qui sont eux pour thématique, c'est-à-dire vous pouvez avoir des projets, des topics qui sont dans la thématique TIC, des topics qui sont dans la thématique santé, bio, qui peuvent financer dans les deux cas des dispositifs médicaux. Donc c'est là où on a finalement une logique de jonglage. Même chose sur les domaines d'application et les technologies. Il va y avoir des projets qui sont la finalité un matériau et puis des projets où on vous demande de fournir des matériaux innovants mais au service de notre application qui peut être l'aéronautique dans le cadre de Clean Sky. Donc il y a vraiment une distinction qui doit être faite entre la notion de finalité et de moyen. Et donc il faut finalement apprendre à jongler entre les différents instruments en fonction de la nature du projet, de ses ambitions, et puis bien entendu en fonction du thème et du sujet du projet. Ce qu'on appelle les price, alors les prix, ça fait un peu bizarre comme ça en traduit, ou ça pourrait être des challenges ou les trophées. On a plusieurs prix qui sont actuellement ouverts. Vous voyez à l'écran des choses qui sont sur, par exemple, l'espace, sur la blockchain, sur des batteries innovantes pour les véhicules électriques, sur la photosynthèse artificielle. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, il y a pas tant de candidats que ça. Il y a des opportunités de financement qui sont pas inintéressantes. On a des projets qui peuvent être financés à peu près à 1 million d'euros. Donc ça, regardez de plus près quand même. Vous avez le lien direct vers ce qu'on appelle les prix H2020 qui sont actuellement ouverts. Et vous avez des prix, hop, il y a une erreur de titre. Avant, c'était les prix EIC actuellement ouverts et maintenant, c'est les prix H2020 actuellement ouverts. Et il y a quelque chose sur tout ce qui est moteur du futur, plus propre. Ça aussi, c'est un prix qui est actuellement ouvert. Donc n'hésitez pas à les consulter. C'est des opportunités qui sont intéressantes pour vous. Alors, quelques aides et liens utiles et des contacts. Alors, sachez que BPI France propose des aides au montage de projets nationaux comme européens. Donc vous avez Diagnostic Europe, aide à la faisabilité Europe et aide aux partenariats technologiques Europe. Il y a des choses qui concernent uniquement l'instrument PME phase 1, donc de fait qui vont disparaître. Des choses qui concernent l'instrument PME phase 2 / accélérateur, si je prends le nouveau terme, où là, BPI France peut assurer une prise en charge à 50% des dépenses qui sont liées à la rédaction de votre dossier de candidature réalisé par un consultant. La subvention est plafonnée à 10 000 euros. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez avoir une facture à 20 000 euros, admettons, pour le montage. BPI va en prendre maximum 50%, et donc vous allez avoir 10 000 euros qui seront à régler votre poche. Vous avez l'adresse mail des contacts, c'est les gens avec qui on a l'habitude de travailler, puisque BPI France est également membre du consortium PCN PME, tout comme la SRC et France Innovation. Vous avez aussi un aide opérateur technologique européen, où là on est sur la construction des projets collaboratifs H2020, que ce soit du Eurostar, excusez-moi, c'est pas Eurostars, Eurostars ou du FTI. Là aussi, prise en charge à hauteur de 50%, avec un plafond de 50 000 euros en termes de subvention. Ça atteint rarement le plafond. Et là, le point de contact, ça sera votre chargé d'affaires BPI France qui se situe en région. Ça, c'est différents liens utiles. Alors, bien entendu, il y a horizon2020.gouv.fr qui est le site géré par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui est finalement un peu miroir de celui de la Commission européenne. Vous avez celui de la Commission européenne, celui d'Eurostars, et puis d'autres contacts utiles, le réseau PCN PME, que je représente. Vous avez les différentes coordonnées des membres qui se situent en premier lien, et en deuxième lien, vous avez le groupe LinkedIn qui est géré par nous et administré par nous. Vous avez le réseau également Enterprise Europe Network, qui est une déclinaison en région, qui est cofinancée par la Commission européenne et qui est là pour accompagner au quotidien aussi bien des démarches d'un point de vue marquage CE, juridique, mais également sur ce volet un peu plus financement européen. Là aussi, je revenais sur le point d'introduction qui était le mien, c'est-à-dire savoir où vous pouvez être opportuniste ou volontariste. Quand vous êtes opportuniste, l'enjeu pour vous, c'est de vous rendre visible auprès d'entités qui montent des projets. Vous avez tous ces liens-là, qui sont des liens pour le coup thématiques. Ce sont des plateformes qui sont gérées en règle générale par les réseaux des points de contact nationaux,
thématique à l'échelle européenne qui nous permet de référencer en disant, ben voilà, moi je suis une entreprise, je suis expert en vibration, en acoustique, ou je suis experte en électronique appliquée au domaine de la santé, ou je développais un nouveau produit, une nouvelle technologie, un nouveau matériau. Je cherche à faire valoir ces compétences, ce savoir-faire dans le cadre de projets collaboratifs. N'hésitez pas dans ce cas-là à poster des fiches profil puisque finalement vous allez représenter un vivier. Et puis il y a un autre effet qui est important, à mon avis, c'est toutes les journées thématiques sont organisées au niveau national, qui vous permettent aussi d'intégrer un réseau de gens qui, a priori, construisent des dossiers. Et même chose au niveau européen, puisque Bruxelles, la Commission européenne organise régulièrement des Info Days, ce qui vous permet finalement d'accéder à un réseau et de savoir qui monte des projets et d'échanger des cartes de visite et de vous faire embarquer là aussi par des organisations qui sont rodées à l'exercice. La notion d'échelle TRL, alors qui est en toile de fond, ça aurait pu être aussi une introduction, mais notion de TRL6 qu'on retrouve qui est finalement l'élément déclencheur sur pas mal de dispositifs, c'est bien la démonstration d'un prototype ou d'un modèle, d'un système ou sous-système dans un environnement qui est considéré comme représentatif. Il y a beaucoup de choses qui se passent en TRL6 et TRL8 qui ont été présentées, et sur les projets collaboratifs, on est sur des niveaux de TRL qui sont plus bas. La notion d'échelle TRL qui est utilisée quelle que soit la thématique, elle est pas évidente à manipuler sur le domaine de la santé. Donc là, je vous ai mis quelques liens sur des échelles qui essaient de faire le parallèle avec le monde de la santé, que ce soit dispositifs médicaux, que ce soit la molécule, et puis finalement la notion de TRL qui est plutôt science de l'ingénieur aujourd'hui appliquée. Donc là, vous pouvez faire une espèce de parallèle et de savoir où vous vous situez lorsque vous candidatez à un appel à projet. Alors, sur France Innovation, et ça sera quasiment mon mot de conclusion avant d'attaquer la partie questions-réponses. Alors, sur H20 ou sur d'autres programmes, finalement, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que fait France Innovation? On peut vous aider à identifier des partenaires. Ça, c'est un premier point. Vous aider à identifier des prestataires, c'est-à-dire qui vont être des conseils rodés à l'exercice du montage de projets européens. On fait aussi de la relecture des dossiers en soumission. Alors ça, c'est avec la casquette de PCN PME, ça on le fait très régulièrement. Et puis aussi, bien entendu, on peut valoriser votre entreprise ou vos projets. Donc là, vous avez une adresse générique, contact@france-innovation.fr. Quant à moi, donc mon adresse, ça va être jérôme.bille, bi2le, france-innovation.fr. Alors, quelques chiffres qui sont amusants et qui ne le sont pas à côté, c'est que oui, c'est très concurrentiel l'instrument PME, on est sur 6% sur la phase 2, 6% de chance de succès, Eurostar c'est à peu près 30%, FTI 11%, alors ça peut être 11 ou 6 en fonction de l'appel à projet, et H20 dans sa globalité, on est à peu près à 15%. Mais ce qui est certain, c'est que c'est nettement plus intéressant que l'euro million, puisqu'on est à 0,00, beaucoup de 0, 86%. Finalement, vu les conditions de financement, 70 à 100%, qui ne sont pas conditionnés par des fonds propres, hors Eurostars, on reste sur des dispositifs qui proposent un fort effet de levier, qui sont très structurants pour vous, indépendamment de toute notion de succès ou d'échec. Et puis finalement, les PME françaises, nous, l'idée aussi, c'est qu'il y ait plus de PME qui participent à ces projets européens, parce que c'est encore une fois très structurant, et ça permet de mettre le pied à l'étrier dans un réseau. Et pour l'avoir vécu dans une vie intérieure, l'étape la plus compliquée finalement, c'est le premier projet. Après, une fois qu'on est intégré dans le réseau, très facilement on pense à vous et ça vous permet d'intégrer différents projets, bien entendu dès lors qu'ils sont alignés avec votre stratégie. Et puis bon, 100% des gagnants ont tenté leur chance, donc il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas partie des 100%. Voilà. Merci. On attaque la partie questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en direct, par écrit. Volontairement, les micros sont coupés puisqu'on est assez nombreux autour de la table. Alors, une première question, des premières questions, excusez-moi. Hop. Alors, dans le cadre des FTI, est-ce que les études cliniques sont éligibles? La réponse est oui, tout à fait. On peut faire des essais cliniques. Alors, il y aura quand même cette logique de comparaison en termes de TRL, mais on a des essais cliniques qui sont financés. Est-ce que le nombre de dépôts d'instruments PME phase 2 peut être pris en compte dans la notation éventuellement devenir un point faible du dossier? Alors, vous repartez à zéro à chaque évaluation. Donc, c'est-à-dire, peut-être que les gens de la Commission le savent, en tout cas les experts indépendants qui sont mandatés par la Commission européenne, qui ne sont pas des fonctionnaires de la Commission européenne, ne sont pas informés du nombre de soumissions. Donc ça ne peut pas être en défaveur. C'est pour ça que là aussi, et d'ailleurs on voit, si c'était le cas, on ne verrait pas des projets financés à la 3e ou 4e soumission.
Donc voilà, il n'y a pas du tout d'incidence sur le nombre de soumissions. Alors, est-ce que les startups peuvent-elles bénéficier du financement instrument PME? Oui, tout à fait. C'est calibré en partie pour elles. Quand je dis en partie, c'est-à-dire que c'est calibré pour les PME. Oui, les startups, et on le voit, les lauréats, il y a beaucoup de startups, beaucoup de sociétés qui ont déjà fait des levées de fonds, ou qui sont en passe de l'être, ou c'est pour venir compléter finalement de la levée de fonds. Et puis j'ai envie de dire, en intégrant une nouvelle dimension à partir d'octobre 2019, dans le cut-off d'octobre 2019, donc en intégrant de l'equity, ça démontre bien finalement cette logique d'intervenir au capital, et ça se fait plus majoritairement aujourd'hui dans les startups. En tout cas, ça fait partie du modèle. Alors, à quel point l'étude de marché doit-elle être approfondie pour instrument PME phase 2 notamment? Faut-il impérativement faire appel à une entreprise spécialisée pour la réaliser? Alors, j'ai pas de réponse toute faite sur le sujet, mais en tout cas, elle doit être suffisamment détaillée pour que l'évaluateur se dise, ils sont sur un marché qu'ils semblent maîtriser, qui ont des perspectives de croissance aussi bien d'un point de vue entreprise que d'un point de vue marché, qui sont intéressantes. C'est ça qu'il faut arriver à démontrer. Est-ce que ça doit passer par un cabinet spécialisé en études de marché? J'ai pas forcément la réponse et je suis pas totalement convaincu. Ça peut être des matériaux qui sont déjà euh, au sein de l'entreprise. La question pourrait être la même sur une start-up ou une PME qui fait une levée de fonds. Finalement, vous n'allez pas fournir des éléments bien différents entre un dossier instrument PME et un dossier de levée de fonds. C'est-à-dire que la compréhension du marché qui doit être faite par l'évaluateur est à peu près au même niveau. Donc il faut fournir des éléments bien entendu chiffrés qui permettent de croire dans les hypothèses de vos projections financières, bien entendu, et puis aussi de croire que les chiffres que vous annoncez sont justes. On est forcément dans des hypothèses, personne n'est dupe, hein, mais il faut qu'on sente qu'il y a une certaine forme de garantie ou de certitude, même si c'est complètement paradoxal avec la notion d'innovation, bien entendu. Mais finalement, c'est ce qui est attendu, c'est un peu ce compromis-là qu'il faut trouver. Bonjour, comment un cabinet peut se faire référencer auprès de BPI France? Alors, il n'y a pas forcément de notion de référencement, puisque finalement c'est ouvert à tous, c'est-à-dire n'importe quel cabinet, dès lors que il apporte finalement un track record intéressant qui permet de croire qu'il va bien accompagner l'entreprise. Les éléments sont ceux-là, c'est-à-dire démontrer que le cabinet a un track record et est capable d'accompagner l'entreprise sur tel instrument financier. C'est finalement ce qui est demandé par BPI, donc il n'y a pas une notion de référencement par ailleurs. Alors, est-ce que Eurostars est limité aux fonds propres de l'entreprise? La réponse est oui, puisque c'est opéré par BPI France. Donc, comme BPI France a une logique basée sur un pour un, subvention, fonds propres, donc impérativement, les fonds propres sont une condition sine qua non. Quelle est, selon vous, pour une PME 3 à 4 employés voulant réaliser un prototype d'énergie marine renouvelable commercialisable, la meilleure solution pour obtenir un financement? Alors, question, parce qu'on rentre dans la technicité dans les projets, vous l'avez vu, il y a plein d'opportunités. Je pense qu'il y a déjà des éléments qui vont vous aider à faire des choix. Est-ce que c'est quelque chose que je suis capable de développer en solo, ou que je souhaite développer en solo, ou est-ce qu'au contraire, je suis dans une dimension collaborative? On revient sur le grand panorama qui était en introduction. Déjà, il faut être capable de se positionner. Ensuite, où est-ce qu'on a du niveau de maturité technologique? Quelle est la durée? Finalement, quand on va combiner tout ça, finalement, on va être capable de dire le projet tel qu'il est conçu aujourd'hui, l'instrument qui semble le plus adapté, c'est celui-ci. Après, il y a la réalité des faits, c'est peut-être que c'est plutôt du collaboratif et qu'il y a tel appel à projet qui est déjà passé, il faut que j'identifie d'autres sources de financement, autres que celles que j'avais imaginées au préalable. Donc là, c'est des choses, ça se fait vraiment au cas par cas, il n'y a pas de réponse toute faite, mais intervient la notion de TRL, la notion de en solo ou collaboratif, la notion de thématique, est-ce que je préfère être en bottom-up ou sur une ligne thématique? C'est des choses qu'il faut impérativement étudier avant de répondre concrètement à la réponse. Alors, est-ce que dans les projets H2020, des collectivités sont-elles éligibles? Alors, oui, ça peut être le cas sur des Coordination and Support Action, les fameuses CSA dans les projets collaboratifs. Oui, ça peut être le cas. Après, ça va être plutôt en qualité de end user, on peut les retrouver parfois. Ça dépend quelle est la compétence de la collectivité, hein. Et puis, on peut aussi les retrouver dans un programme parallèle qui s'appelle COSME, qui n'est pas détaillé ici, qui ne fait pas l'objet de la présentation. Et puis, sur les fonds structurels, bien entendu, il y a des choses à faire.
Alors, sur l'instrument PME phase 2, la ventilation du budget est-elle prise en compte dans la notation? Faut-il mettre beaucoup de moyens dans les activités techniques plutôt que dans la préparation de la commercialisation? Bonne question. Alors, ce n'est pas un projet de R&D. Alors ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que si vous prenez que de la R&D, ça ne marchera pas parce que vous n'êtes pas dans l'état d'esprit qui est celui de l'instrument PME. On est sur un juste milieu entre une fin de développement technologique. Allez, je caricature un peu du paramétrage où je fais une ligne pilote, etc. Ce qui vous permet de faire du scale-up. Euh, et puis, ce qui va vous permettre de vous rapprocher du marché, de vous mettre en ordre de marche pour conquérir vos segments de clients ou vos portefeuilles ou construire vos portefeuilles de clients. Donc c'est un juste compromis. Donc non, ça fait pas partie, il n'y a pas de critères d'éligibilité en tant que tel, enfin de critères d'évaluation en tant que tel. Et là, on rentre plutôt dans la partie implementation, la mise en place du projet. Si certains considèrent qu'il y a un déséquilibre, oui, ça va forcément, il y aura un impact sur la note. Ça, c'est de toute évidence. Donc on est sur le juste milieu. Ça ne peut pas être qu'un projet de R&D, ça ne peut pas qu'un projet de commerce en règle générale. Est-ce qu'un cluster peut participer à ces appels? Je pense y avoir répondu. Pas sur tous les appels, plutôt en end-user. Sur Coordination and Support Action, sur les projets collaboratifs, oui, les clusters ont leur place. Et dans Cosme, oui, les clusters / pôle de compétitivité, nombreux sont positionnés sur ces appels à projets, mais ils n'ont pas été traités dans le cadre de ce webinaire. Alors, les reviewers sont-ils nécessairement différents à chaque évaluation de projet pour SME, instrument phase 2? Normalement, ils sont différents. Après, oui, peut-être qu'il y en a un qui peut arriver, qui peut être identique entre la première et la quatrième soumission, mais en général, ils sont différents. Une question sur les collectivités en tant que end-user dans les projets Innovation Action. Oui, pourquoi pas, mais encore une fois, c'est en fonction de la thématique. Sur le principe, rien ne l'interdit, loin de là. Alors, merci pour votre présentation et vos réponses. Je vous remercie aussi. Sachez également que les slides seront envoyés à chacun des participants. Donc, n'hésitez pas à les transmettre aussi bien en interne à vos équipes. Et j'ai des questions sur rejoindre France Innovation. Ça, on peut traiter aussi en parallèle du webinaire. C'est pour les sociétés qui veulent rejoindre France Innovation. Vous êtes bien entendu les bienvenus. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles questions? On attend peut-être une nouvelle question, le temps de rédaction. Sachez que France Innovation et le réseau des PCN-PME organisent régulièrement des webinaires, donc n'hésitez pas à consulter régulièrement notre site ou à vous inscrire sur notre liste de diffusion, donc france-innovation.fr. Ça vous permet d'être en temps réel informé de ce type de webinaire. Aussi bien on fait la même chose sur des projets par exemple, on va faire des choses qui sont plus dans le détail sur instrument PME, parce que là, on brosse assez vite. On fait la chose sur instrument PME, sur FTI, on rentre plus dans le cœur des dispositifs. Là, c'est volontairement un panorama d'ensemble. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à y participer. Et puis, on fait la même chose aussi sur certains dispositifs nationaux. Ça, c'est aussi une opportunité pour vous. Il faut toujours être jonglé entre national et européen, et parfois aussi régional. Écoutez, pas d'autres questions a priori. Ah, si, excusez-moi. Merci pour votre présentation très claire. Ben, merci à vous pour le compliment. Donc, ça, c'est l'intérêt pour France Innovation à vos dispositions. Très bien. Écoutez, pas d'autres questions. Je vous propose de clôturer cette session. Merci à vous pour votre participation. À très bientôt au sein de France Innovation ou dans le cadre d'un webinaire ou d'une présentation physique. Merci à vous et puis par avance, bon appétit. Bonne journée, au revoir.